place dans la police, dans la cité des hommes. C'est ça le but de l'art politique, enfin, de la politique telle qu'elle devrait être, hein. Peut-être pas de la politique telle qu'elle est, mais la politique telle qu'elle devrait être, eh bien, devrait avoir pour but justement la justice et la paix, faire en sorte que les hommes se rencontrent pacifiquement et que chacun trouve sa place dans la cité. Malheureusement, quel est le dieu qui possède l'art politique? Zeus lui-même. Zeus lui-même, dont les appartements sont tellement bien gardés, tellement bien surveillés, que jamais Prométhée n'arrivera à dérober à Zeus l'art politique. Ce qui fait qu'en matière de justice et de paix, eh bien, nous sommes condamnés à n'être jamais que des bricoleurs. Nous n'arriverons jamais à créer une société parfaitement juste, parfaitement paisible. Quelques sympathies, quelques fraternités que j'ai pour les utopistes, je dois leur dire aussi qu'il s'agit là d'un rêve et qu'il y a quelque chose dans la nature de l'homme qui empêche peut-être qu'on n'arrive jamais à créer une société parfaitement juste et parfaitement paisible. Et donc Prométhée va redescendre de l'Olympe, n'ayant réalisé que que les 2/3 de son projet, il voulait dérober aux dieux le feu, l'intelligence technique et l'art politique, et bien il ne donne à l'homme que le feu et l'intelligence technique. Cette célèbre histoire comporte évidemment bien des interprétations, mais il me semble qu'elle nous dit tout de suite quelque chose d'essentiel pour le sujet qui est le nôtre, car l'air de rien, j'en parle un peu du sujet qui est le nôtre, même si quelques inquiétudes peuvent se fomenter dans l'Assemblée. Qu'est-ce que nous murmure ici Platon? Que la technique est nécessaire mais pas suffisante. Parce que le feu et l'intelligence technique, c'est la même chose. Le feu est en un sens la première des techniques, celle qui conditionne toutes les autres. La technique est nécessaire mais n'est pas suffisante. Elle ne peut pas tenir lieu d'art politique. Elle ne peut pas tenir lieu d'art politique. Nous avons besoin de techniques, de protocoles, de procédures, de mécanique, de recettes pour vivre. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Ça ne peut pas tenir lieu d'art politique. Contrairement à ce que croient les technocrates, car qu'est-ce qu'un technocrate? C'est précisément quelqu'un qui donne le kratos à la technique, qui donne le pouvoir à la technique, et qui pense que tout dans la cité des hommes peut être réglé techniquement. Alors je le répète, la technique est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas ne pas être. Et en effet, si nous n'avions pas inventé la domestication du feu, le frottement des silex, aujourd'hui le chauffage central, bon, eh bien parce que nous ne sommes pas plus plumés, pas plus poilus, en hiver qu'en été, puisque nous migrons ni hibernons, nous sommes en nord. Donc la technique est nécessaire. En matière sexuelle aussi, la technique, en matière d'amour, la technique est nécessaire. La technique, justement, qui permet à l'adolescent de dépasser sa timidité et de finalement l'acquérir un peu, ce sens du kairos, hein, ce sens du moment opportun. Nous étions adolescents, nous ne comprenions rien à la rencontre amoureuse. C'est des années après qu'on se disait, mais en fait là, elle devait peut-être attendre que je lui prenne la main. Et c'est des années après qu'on va acquérir un certain nombre de techniques de séduction. C'est quand même beau aussi, petite remarque à ce propos, c'est que même le plus séducteur, même la plus séductrice des êtres humains, même l'être qui maîtrise les techniques de la rencontre amoureuse et sexuelle, eh bien, si ou celle-là tombe vraiment amoureux, hein, il ne s'agit pas d'un jeu de séduction pour ajouter un nom sur la liste des conquêtes. Il ne s'agit pas d'un art qui permet de demander à Leporello d'ajouter un autre nom sur le catalogue de Don Giovanni. Hein. Vraiment amoureux. Eh bien, si nous devenons vraiment amoureux, nous perdons justement la maîtrise des choses. Et ça, c'est un hommage à l'importance de la rencontre vraiment amoureuse. C'est que nos techniques, nos séductions, nos maîtrises, eh bien, s'effondrent devant quelqu'un qu'on aime vraiment. Hein. Et donc, il faut en effet des techniques de séduction, il faut des techniques thermiques. La technique est nécessaire à l'homme, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante, manière pour moi de dire que quand vous rencontrez un adolescent qui vous arrive, eh bien, vous avez besoin d'une certaine maîtrise technique pour que la rencontre soit tout simplement possible. Et donc, je ne suis pas en train de dire du mal des protocoles, des procédures, des techniques, des mécaniques que vous utilisez pour faire le métier de travailleur social qui est le vôtre. Hein. L'absence de tout protocole, l'absence de toute procédure, l'absence de toute technique, l'absence de toute habitude vous vouerait à la sidération,
à la paralysie. Et vous ne sauriez littéralement pas que faire, pas quoi faire. Donc, je ne suis pas en train de dire que les protocoles, les procédures, les techniques, les mécaniques, les habitudes qui ont été élaborées par les travailleurs sociaux au fur et à mesure du temps soient inutiles, soient à jeter aux orties, absolument pas. Nous en avons besoin. Tout cela est nécessaire. Nécessaire, mais pas suffisant. Nécessaire, mais pas suffisant, parce que si vous n'avez d'autre chose à donner à celui qui, j'ai envie de dire, le plus précaire des précaires, le plus vulnérable des vulnérables, le plus dépendant des dépendants, le plus fragile des fragiles, parce qu'il est inscrit, c'était le sens du mythe de Platon, il est inscrit dans l'homme une précarité, une vulnérabilité, une dépendance, une fragilité ontologique, mais beaucoup d'hommes arrivent à les dépasser, ces caractères-là, vous voyez, arrivent à acquérir une certaine force, une certaine maîtrise, une certaine autonomie, une certaine indépendance, arrivent à cacher assez bien la précarité, la vulnérabilité, la fragilité, la dépendance qui sont les siennes. Mais il y a certains hommes qui ont beaucoup plus de mal à les cacher, ces vulnérabilités, précarité, fragilité et dépendance, vous voyez, parce que justement, bon, pour des raisons évidemment très diverses, ils n'ont pas reçu les habitudes qui sont destinées à remplacer l'instinct manquant. Ce que je veux dire par là, on est pauvre en instinct. Donc, on ne sait pas que faire de soi, que faire du monde et que faire de l'autre. Généralement, l'éducation, alors elle ne peut pas donner l'instinct, car l'instinct c'est ce qui précède toute éducation. Hein. L'instinct est naturel, l'habitude est culturelle. Généralement, on reçoit dans notre milieu, nos parents généralement, des habitudes, un ensemble d'habitudes qui vont stabiliser le rapport que l'enfant a à lui-même, au monde et à l'autre homme. Les habitudes, c'est ce qui tient lieu d'instinct chez l'homme. Aristote disait l'habitude est une seconde nature. Et par là, selon qu'on insiste sur l'adjectif ou le substantif, on va déployer toute la richesse de la définition aristotélicienne de l'habitude. Aristote disait que l'habitude est une seconde nature. Mais Aristote disait aussi que l'habitude est une seconde nature. Petit a, petit b. Petit a, l'habitude est une seconde nature. En ceci qu'elle ressemble à cette première nature qu'est l'instinct. Ce que vous faites par habitude ressemble à ce que la bête fait par instinct. Parce que ce que vous faites par habitude, vous le faites avec la même spontanéité, la même immédiateté, la même irréflexion, la même absence de délibération consciente, la même mécanicité que ce que l'animal fait par instinct. Si vous avez l'habitude de vous lever le matin et immédiatement de chausser vos chaussons qui sont juste à cet endroit-là ou à peu près sous le lit, puis d'aller à la salle de bain pour prendre le dentifrice qui est là, la brosse qui est là, bon, bah, vous faites tout ça sans y penser. Hein. Donc, je disais que l'instinct trouve sans chercher. Dans une certaine mesure, l'habitude aussi trouve sans chercher. Et donc, l'habitude est une seconde nature, en ceci que... Alors, l'instinct est naturel, l'habitude est culturelle, mais leur origine ne laisse pas qu'elles aient quelque chose en commun. Qu'ils aient quelque chose en commun, l'instinct et l'habitude. C'est qu'on fait ça sans y penser. Bon. Mais Aristote ajoute aussi que l'habitude est une seconde nature. Et c'est là qu'il nous dit la différence qu'il y a entre l'habitude et l'instinct, car l'instinct, c'est ce que la bête possède toujours déjà. C'est ce qu'elle n'a pas pris, et donc elle ne peut pas perdre. Sans se perdre, je ne dis pas là qu'un hérisson qui ne sait plus se mettre en boule devant le danger va mourir. Une araignée qui ne sait plus faire des toiles va mourir. Une hirondelle qui ne sait plus migrer va mourir. Une marmotte qui ne sait plus hiberner va mourir. Un paon qui ne fait plus la roue, alors que c'est la saison des amours, est mal barré. Et donc, l'habitude, c'est ce que l'animal a toujours déjà. L'instinct, c'est ce que l'animal a toujours déjà, c'est ce qu'il n'a pas pris et donc il ne peut pas perdre sans se perdre. L'habitude, en revanche, c'est ce qu'on n'a pas eu toujours. C'est ce qu'on a dû prendre. Et donc, on peut perdre. Alors, bien sûr, l'habitude ne se prend pas du jour au lendemain. L'habitude de la politesse, par exemple, qui est déjà une manière d'apprendre à rencontrer l'autre. Hein, parce qu'on ne sait pas comment faire. Puisque si on était riche en instinct, bon ben voilà, on jouerait le programme prévu par la nature, avec un peu d'invention, mais assez peu. Mais on est tellement pauvre en instinct qu'on ne sait pas quoi faire quand on rencontre l'autre. Eh bien, la politesse est là justement pour nous donner des codes qui nous permettent de ne pas rester dans la certitude suspensive du possible, dans l'incertitude suspensive du possible.
il y aurait tellement de possibilités que je ne saurais pas quoi faire et je serais paralysé. Eh bien non, vive les habitudes. Alors, il faut de politesse notamment, il faut beaucoup de temps pour les acquérir. Hein. Et politesse, contrairement à ce qu'on pense, ne vient pas de police, qui veut dire la cité, mais de polir, du verbe polir. Et l'homme poli, c'est l'homme qui n'est pas rugueux. Parce que quand on rencontre l'autre, tant qu'on n'est pas poli, eh bien, on est plein enfin, vous voyez, on est rugueux, on peut faire beaucoup de mal à l'autre. Et alors la politesse, c'est ce qui vise à fluidifier un petit peu la rencontre. Bon, alors évidemment, la politesse, il faut du temps pour l'acquérir. Il ne suffit pas de dire une fois à l'enfant qu'il doit dire bonjour pour qu'il le dise, ou merci pour qu'il le dise. Il faut le lui dire 3 fois par jour, et 3 fois par jour, et 3 fois par jour, pour qu'au bout de quelques années, eh bien, rencontrant l'autre, l'enfant poli trouve, sans beaucoup chercher, ce qu'il faut faire. Vous voyez ? Donc il faut en effet du temps pour acquérir des habitudes, mais étant donné que l'habitude s'est prise, elle peut se perdre. Alors là encore, il ne suffit pas de décréter qu'on renonce à une habitude pour y renoncer. Hein. Les habitudes ont une prégnance. Elles agissent sur nous, elles nous mécanisent parfois tellement que, je répète, elles nous conduisent plutôt qu'on ne les conduit. Hein. Je lisais un petit texte assez drôle d'un moine qui aboutissait à cette conclusion, que la force des habitudes est plus forte que les décrets de la volonté. C'est un moine, la chose est un peu difficile à dire, mais j'ai envie de la dire, c'est un moine qui a tenu son journal et qu'on a retrouvé. C'est un ami historien qui m'a fait lire ça, très intéressant. Et ce moine, enfin, un peu son journal spirituel, se reproche à un certain moment de ne pas être fidèle à son vœu de chasteté. Alors non pas qu'il y soit infidèle parce qu'il mutinerait les bonnes sœurs ou les moilions, non, il y est infidèle en ceci qu'il se trouble avec la main, comme on disait dans le temps, mans, la main, tourbaré, troublé, se masturber, se trouble avec la main. Et donc il dit que ce n'est pas bien, et il décide un soir qu'il ne pratiquera plus, qu'il ne se maniera plus, comme on disait dans le temps, qu'il ne se pognera plus. Pogner, se bagner, etc. On tourne la page très intéressé par ce qu'on va dire, et on voit le lendemain, échec. Je me suis réveillé avec la main si proche de l'objet du délit que le branle me vint. Le branle, c'est le mouvement. Hein. Et c'est là qu'il dit la force des habitudes est plus forte que le décret de la volonté. Vous voyez ? Et donc, les habitudes ont une certaine prégnance. Ceci dit, on peut renoncer à une habitude. Vous voyez, l'instinct ne s'étant pas pris ne peut pas se perdre, l'habitude s'étant prise peut se perdre. Parie sur la plasticité humaine, vous voyez, parie sur la résilience, parie sur la capacité d'inventer un autre rapport à soi-même, au monde et aux autres, que celui que nos mauvaises habitudes, par exemple, ont durci en nous. Hein. Donc, les habitudes, les protocoles, les procédures, les techniques, les mécaniques, comme la politesse par exemple, sont des conditions de possibilité de la rencontre. Voyez, si à chaque fois que vous voyez arriver un enfant particulièrement précaire, vulnérable et fragile, bon, vous étiez sidéré par l'arrivée d'une singularité irréductible, que vous ne sachiez plus que dire, que faire, vous ne le rencontreriez pas bien. Donc je le répète, hein, je ne suis pas en train de dire du mal des protocoles, des procédures, des techniques, des mécaniques, des habitudes que les travailleurs sociaux ont inventées à force de temps, qui se sont transmis à force de générations, pour justement mieux accueillir l'autre. Petite remarque en bas de page, à condition que ces protocoles, ces procédures, ces techniques, ces mécaniques, ces habitudes, elles soient justement ce que les travailleurs sociaux inventent, et non pas ce qu'on leur impose. Parce qu'il peut arriver que des pouvoirs vous obligent à protocoliser, procéduriser, mécaniciser, techniciser la rencontre de l'autre. Et il y a incontestablement dans le milieu des travailleurs sociaux le sentiment aujourd'hui d'une dépossession, quelque chose comme une crise. Hein. On veut bien des protocoles, des procédures, des techniques, des mécaniques, mais ceux que nous inventons et que nous croyons utiles. Alors parfois on vous en impose, qui vous semblent bien loin d'être les conditions de possibilité de la rencontre, empêchent un peu la rencontre. Hein. C'est le risque que vous soyez transformé en prestataire de service, et que vous soyez mécanisé, machinisé, technicisé, et que l'adolescent qui va venir vous demande quelque chose, et qu'à une certaine mesure on pourrait vous remplacer par une machine, puisque étant donné ce qu'il montre de lui,
son âge, son origine, enfin tout ce que vous voulez, et bien pof, il y aurait une réponse toute faite. Alors donc, je répète, les protocoles et procédures sont nécessaires mais insuffisants. Pourquoi insuffisants? Parce que ce qui fait les frais d'une protocolisation, d'une procédurisation, d'une mécanisation, d'une technicisation généralisée de vos professions et donc de la rencontre, c'est la singularité. C'est la singularité du cas de celui qui vient à vous. Et Jean Cocteau l'a admirablement montré, ce risque-là de protocolisation de l'accompagnement, dans le journal qu'il a tenu pendant qu'il tournait La Belle et la Bête. Pendant qu'il tournait La Belle et la Bête, Jean Cocteau est tombé très malade. Il a été hospitalisé, il a dû arrêter le tournage du film, mais il a quand même eu la force de continuer de tenir son journal, lequel vient d'être réédité aux éditions du Rocher. Je vous invite à lire, c'est vraiment un très beau livre. Jean Cocteau, journal, La Belle et la Bête. Et à la page, si ma mémoire est bonne, du 16 avril 1945, Jean Cocteau nous montre le danger qu'il y a à une protocolisation, une procéduration générale de l'accompagnement. Alors, il ne s'agit pas du monde du travail social, mais il s'agit du monde du travail médical. Mais il y a des analogies, évidemment, entre les deux secteurs à proposer. Et Cocteau dit « Je souffre, j'appelle, on vient ». Et voilà ce qu'il écrit. « Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs ne sont pas vraiment bonnes. » L'adjectif « bonne » a changé de sens récemment, donc ça veut dire à l'époque plein de bonté. « Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs ne sont pas vraiment bonnes. Elles remplacent la bonté par un mécanisme de bonté. On appelle, c'est un automate vêtu de blanc qui entre dans la chambre, la range et en sort. Les bonnes sœurs ne soignent pas le malade, elles soignent la chambre du malade, dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres. Toute attention à la singularité du cas du malade déréglerait le mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure. Tout est dit. Alors évidemment, le contexte a changé. D'abord parce que là, on est dans la médecine et non pas dans le social. Bon. Deuxièmement, parce qu'on est à l'époque de l'Hôtel-Dieu et des bonnes sœurs, et non pas à l'époque du CHU ou de l'EHPAD et des aides-soignantes en string. On est à l'époque du médecin-chef ou de la mère supérieure, et non pas du chef du pôle ou du cadre supérieur infirmier. Vous voyez ? Donc les choses ont changé un peu. Et il me semble que l'analyse de Cocteau reste extraordinairement actuelle, et elle est peut-être même encore plus qu'à l'époque, dans la mesure où, dans le secteur médical, à l'heure de la T2A, de la tarification de l'activité, dans vos secteurs aussi à l'heure justement d'une obsession de l'évaluation, du protocole, bon, eh bien Cocteau a peut-être encore plus raison. Et qu'est-ce qui fait les frais de tout ça? C'est la singularité du cas du malade. Hein. Toute attention à la singularité du cas du malade déréglerait le mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure. Et alors en effet, si les protocoles, les procédures, les techniques, les mécaniques, les habitudes sont nécessaires à la rencontre, elles ne sont pas suffisantes pour permettre la rencontre. Il arrive même qu'elles empêchent la rencontre, ou plutôt qu'elles permettent ce que j'appellerais la rencontre d'un particulier, mais pas celle d'un singulier. Je vous ennuie un peu avec une distinction que font les philosophes, la distinction du particulier et du singulier. Le particulier, par définition, c'est la partie IE d'un tout qu'on nomme la généralité. Hein. Particulier, dans particulier, il y a partie, donc c'est une partie parmi d'autres d'une généralité. Mais le singulier, lui, il répugne à entrer dans quelque généralité que ce soit. Le singulier, par définition, c'est l'unique, l'irréductible. Et même peut-être l'étrange dans le langage de la comtesse de Ségur, quand on dit c'est singulier. C'est-à-dire c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange. Pour savoir ce que c'est que le singulier, rappelez-vous l'émotion que vous éprouvâtes lorsqu'en cours de mathématiques, vous avez entendu parler du singleton. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde ait entendu parler du singleton ici, parce que moi je croyais que les mathématiques c'était la science des vérités éternelles, et je me rends compte que même en mathématiques, il y a des modes. Il y a des termes qui apparaissent, des termes qui disparaissent. Et de mon temps, eh bien, on entendait forcément parler à un certain moment dans les cours de mathématiques du singleton. Et je me souviens de l'émotion que j'avais éprouvée. J'éprouvais assez peu d'émotions en cours de maths. En tout cas, pas liées au propos du prof, parce que dans tout cours, on peut éprouver des émotions, pour des raisons que je racontais tout à l'heure, ce fut une apparition. Mais, on n'y est pas. Et à un moment, théorie des ensembles, vous avez des ensembles et vous avez des éléments A, B, C, D, X, Y, Z. Alors ils sont tous liés
de relations plus ou moins transitives, et puis il y en a un qui reste tout seul dans son coin. Une espèce de caliméro géométrique qu'on appelle le singleton. Le singleton. Il est singulier, il est étrange, il est seul. Eh bien, il y a deux manières de regarder un bénéficiaire du travail social. Vous le regardez comme un particulier, vous le regardez comme un singulier. C'est pas la même chose. Le singulier, il répugne à entrer dans quelque généralité que ce soit. Et je crois que les deux regards sont importants. Parce que oui, c'est un cas particulier d'un enfant qui a subi cette mésaventure et qui donc a droit à tel protocole. Le regarder comme la partie d'un tout, c'est absolument ça. Mais en même temps, le regarder comme un singulier, c'est être attentif à ce qu'il a d'unique, à ce qu'il a d'irréductible. Et je propose plus exactement, qu'il n'y a pas de rencontre digne de ce nom là où on n'est pas attentif à la singularité de l'autre. Il n'y a de rencontre que des singuliers. Là où ce sont des particuliers qui sont mis en face de l'autre, on a affaire à des relations, on a affaire à un vivre en commun, on a affaire à tout ce que vous voulez, mais on n'a pas affaire à une rencontre. La rencontre, c'est la mise en relation, si j'ose dire, justement, d'êtres qui sont singuliers. Et il me semble que, alors évidemment, rencontrer une singularité, c'est à la fois un risque et une chance. Un risque, parce qu'il faut en un sens admettre, avouer, reconnaître la caducité, l'insuffisance de tous les protocoles, de toutes les procédures, de toutes les techniques, de toutes les mécaniques qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et donc, s'ouvrir à une singularité, c'est toujours prendre un risque. Mais ce risque est beau, car ce risque est aussi la chance, justement, d'aider celui qu'on rencontre à renouer avec, au fond, ce qui est unique en lui et ce qui légitime qu'il soit venu au monde. Le terme est un peu fort, mais j'essaie de l'expliquer. Il me semble que ce qui singularise l'homme dans la nature, là encore, c'est qu'il est le seul vivant à savoir qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Il me semble que la conscience de notre contingence et celle de notre mortalité nous singularise dans la nature. Tous les êtres vivants sont contingents et mortels. Les plantes, les animaux, les hommes ont ceci en commun, qu'ils auraient pu ne pas être et qu'ils ne seront plus. Mais il me semble que ce qui singularise l'homme par rapport à la plante et à la bête, c'est que lui, il le sait, qu'il aurait pu ne pas être et qu'il ne sera plus. Nous nous savons contingents et mortels. Nous nous savons contingents. Nous sentons qu'il aurait suffi que notre mère ne rencontrât point notre père pour que nous ne fussions point là. Et il est vrai qu'il s'en est fallu de peu. La pitié des chemins de fer a placé cet homme en face de cette femme dans le chemin de fer, dans le compartiment du train. Il aurait suffi qu'il fût, lui, dans la voiture 17, elle dans la voiture 18, vous ne seriez pas là. Enfin, non, ils auraient pu se rencontrer au bar. Alors, non, il aurait suffi qu'il fût dans le train de 7h27, elle dans le train de 7h57, c'est fini, vous n'êtes pas là. Ils sont l'un en face de l'autre. Attendez, c'est pas gagné. Hein. S'il ne l'avait pas dragué avec toute l'éloquence qu'il y a mise, s'il n'avait pas eu un peu le sens du kairos, si elle avait refusé de lui donner son 06 au moment où il se sépare, ou son 07, ou alors si elle le lui avait donné faux, ça se fait parfois. Elle n'ose pas dire au dragueur non, non, je ne vais pas vous donner mon numéro quand même, vous prenez pour qui. Mais elle dit 06, et puis elle change les 2 derniers numéros. Salope. Ce qui fait que le mec téléphone après, oui, puis salut, non, ici c'est pas le cas, bon. Eh bien, vous ne seriez pas là. Ça y est, elle lui donne le bon numéro, il se retrouve, attendez, c'est pas gagné. Si 9 mois avant votre naissance, papa n'avait pas insisté contre la fatigue ou la migraine plus ou moins réelle, ou supposément, où eût fini ce spermatozoïde, mon Dieu. Si, comme Woody Allen le montre dans un film génial, si l'union entre l'homme et la femme n'avait pas été exactement ce qu'elle avait été, s'ils avaient changé de position au moment suprême, le jet paternel n'aurait pas été exactement ce qu'il a été. Résultat, ce ne serait pas ce spermatozoïde-là qui serait arrivé à l'ovule, à la course à l'ovule en premier, mais un autre. Hein, nous l'avons échappé d'elle. Et je dirais que la conscience de notre contingence fomente en chacun d'entre nous ce que les psychologues appellent le syndrome du survivant. Je parle sous le contrôle des plus savants que moi en matière de psychologie, ils sont sans doute nombreux dans l'Assemblée, mais le syndrome du survivant, vous savez, c'est un syndrome psychologique assez douloureux, hein, dont souffrent par exemple les juifs ou les tziganes qui ont survécu au camp,
ou le seul membre de la famille qui a survécu dans un accident de voiture, ou la sœur jumelle qui a survécu à la mort du frère jumeau. C'est le cas d'une de mes étudiantes qui est en train de faire une thèse sur le syndrome du survivant. Sa mère a mis au monde un garçon et fille jumeaux, le frère est mort très vite, elle vit. Et bien pendant longtemps, elle a souffert du syndrome du survivant. Suis-je digne d'être? Est-ce que je n'ai pas pris la place de quelqu'un? Pourquoi moi? Ce que j'appellerais le sentiment d'une existence usurpée. Le sentiment d'une existence usurpée. N'ai-je pas pris la place de quelqu'un? Alors il me semble qu'il n'y a pas que la sœur jumelle qui a survécu à la mort de son frère, ou le membre de la famille qui est le seul survivant de l'accident de voiture, ou le juif Lodzigan ayant survécu à la solution finale, qui souffre de cela. Nous en souffrons tous, alors peut-être pas psychologiquement et pathologiquement, mais métaphysiquement et ontologiquement. Hein, je n'ai pas demandé à être, et je n'ai pas demandé à être comme je suis. Vous n'avez pas demandé à être, et vous n'avez pas demandé à être comme vous êtes. Sinon, nous demanderions tous des modifications. Plus ou moins profondes, plus ou moins superficielles. J'espère que vous vivez l'existence plus comme un cadeau que comme un fardeau. J'espère que vous jugez que c'est une chance d'exister plutôt que d'une malchance. Cependant, il nous arrive tous d'avoir envie de chanter ce que Gainsbourg faisait chanter à Birkin dans le dernier disque qu'il a composé pour elle, avec cette difficulté d'être, il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Et il arrive qu'en effet, alors, nous ayons envie, nous soyons contents d'être, mais pas totalement contents d'être comme nous sommes, mais parfois il arrive carrément que nous ne soyons pas contents d'être. Et donc, la question, suis-je digne? Nous n'avons pas demandé à être, nous n'avons pas demandé comme ça. Nous n'avons pas été consultés avant d'avoir été embarqués dans cette aventure. Nos parents ne nous ont pas dit, bon, alors, tu veux y aller ou pas? Je sais pas, on regarderait, c'est comment? Regarde. Et on apercevrait qu'il y aura un jour une soirée parfaite sur une terrasse magnifiquement tempérée, fin septembre, en Toscane. Vous buvez un vin délicieux, vous êtes avec des amis très chers, vous mettez votre veste sur les épaules de celle que vous aimez, qui a un peu froid. Ah oui, je vais y aller. Mais il y aura aussi des soirs de gastro-entérite. On se sent minable enfin, dans ces soirs. Il y aura des jours où vous verrez votre nom au nombre de celui des lauréats. Rappelez-vous la joie que vous avez éprouvée le jour où vous êtes allé voir les résultats, soit sur Internet pour les plus jeunes ou sur des listes pour nous, et que vous avez vu, oh, ça y est, je suis assistante sociale, je suis infirmière diplômée d'État, je suis docteur en médecine, je suis agrégé de philo, je suis président de la République. Oui, mais il y a aussi des jours où on a cherché en vain notre nom au nombre de celui des lauréats. Je m'appelle Fiat, il m'est arrivé d'aller voir les résultats, puis alors FA, FA, FE, FE, FU, G. Bah merde, où il est Fiat? Eh ben non, c'est pas cette année que tu auras ce concours. Et les soirs, vous voyez, on n'est pas au nombre des lauréats, on sent quelque chose comme une disgrâce. Hein. En effet, nous n'avons pas été consultés avant d'avoir été embarqués dans cette aventure, nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes, et c'est la raison pour laquelle il me semble que nous posons tous la question de notre dignité d'être, de notre légitimité d'être. Suis-je digne d'être? Et mon existence est-elle légitime? Est-il légitime que cet être qui aurait pu ne pas être, et qui ne le sera plus, hein, parce que la mortalité est notre autre condition, est-il digne que cet être soit? Suis-je légitime? Et il me semble que on ne peut se sentir légitime d'être, on ne peut se sentir digne d'être, on ne peut voir l'existence plus comme un cadeau que comme un fardeau, que quand on rencontre quelqu'un qui rend hommage à notre singularité. C'est-à-dire que si dans ma vie je ne rencontrais que des gens qui me regardent comme un cas particulier parmi d'autres, alors oui, je suis interchangeable. Alors, il n'y avait pas plus de raison que je sois plutôt que je ne sois pas, voyez. Il me semble donc que nous avons tous besoin de rencontres, et une rencontre, je le répète, c'est ce qui met aux prises des singuliers et non pas des particuliers. Seule la rencontre de quelqu'un d'attentif à ce que j'ai d'irréductible, à ce que j'ai d'unique, à ce que j'ai de singulier, peut me faire comprendre l'existence plus comme un cadeau que comme un fardeau. Et il me semble que, bien sûr, ne pas rencontrer l'autre qui vient à vous simplement à coup de protocole, de procédure, de technique, de mécanique et d'habitude,
Bref, ne pas le rencontrer simplement comme un cas particulier, mais le rencontrer comme un singulier, lequel, par sa seule présence, déjoue, rend caduque, prononce l'obsolescence, fait effraction, gêne les protocoles, les procédures, les techniques, les mécaniques qu'on maîtrisait bien. C'est un risque, c'est aussi une chance. Et les deux sont inséparables. Évidemment, il faut mesurer le risque. Et il y a des moments où les protocoles, les procédures, les techniques tiennent en respect, justement, l'autre dans ce qu'il peut avoir parfois de gênant, d'insupportable. Hein. Je répète, hein, j'espère avoir été clair sur ce plan-là. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas les protocoles, les procédures, les techniques, les mécaniques, les habitudes. C'est la réduction du travail social à tout cela. C'est la protocolisation, la procédurisation, la technicisation, la mécanisation généralisée de vos professions. Et pour résister à ça, le grain de sable de la mécanisation chaplinesque, n'est-ce pas, des temps modernes du monde, eh bien, c'est la singularité, voir ce qu'il y a d'absolument unique, le principe d'individuation, au fond, comme dit la Nietzsche, hein, il n'est pas deux gouttes d'eau qui se ressemblent exactement. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et oui, mon grand nez, il n'est pas deux gouttes d'eau qui se ressemblent exactement. Et dès lors qu'un individu, quelque souffrant qu'il soit, quelque convaincu qu'il aurait mieux valu qu'il ne fût point, quelque convaincu que même s'il est, eh bien, il est immonde d'être comme on est. Je ne suis qu'une merde, enfin, je suis nul, j'ai tout raté, etc. J'y arriverai jamais. Lequel souvent n'a d'autre moyen d'exprimer ce mal-être que l'agressivité, la violence. Bon. Eh bien, trouver quelque chose, rendre hommage à ce qu'il a d'absolument unique, c'est ça qui peut lui donner progressivement, restaurer en lui le sentiment d'une dignité d'être, le sentiment d'une légitimité d'être, voire peut-être finalement d'une joie d'être. Hein. C'est la raison pour laquelle, dans une certaine mesure, il n'y a pas d'art de la rencontre si, par art, on entend justement la maîtrise d'un certain nombre de techniques. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas d'art sans technique. D'ailleurs, c'était le même mot en grec. Techné, ça désignait à la fois ce que nous appelons aujourd'hui l'art, donc la musique, la peinture, la sculpture, la poésie, et ce que nous appelons la technique, c'est-à-dire la chaudronnerie, la poterie,